Cette vidéo nous plonge au cœur d'une affaire glaçante survenue en Californie. Le 14 février 2009, jour de la Saint-Valentin, Corey Desmond, une jeune femme de 28 ans, disparaît de Redondo Beach après avoir quitté son travail de barmaid. Quelques jours plus tard, son corps est retrouvé, dissimulé dans un sac en plastique, sur le bord d'une route isolée à Running Springs, dans le comté de San Bernardino. Les enquêteurs se retrouvent face à de multiples pistes, mais l'affaire piétine. Cependant, quelques mois plus tard, un rebondissement inattendu va relancer l'enquête. Une femme, ayant aperçu la photo de Corey sur un panneau publicitaire, contacte la police, apportant un témoignage crucial. Corey Day Desmond est née le 18 mars 1980 à l'hôpital Torrance Memorial. Dès sa naissance, elle fut confrontée à un combat pour la survie, devant subir plusieurs opérations en raison d'une malformation diaphragmatique. Avec seulement 20% de chances de s'en sortir, elle déjoua miraculeusement tous les pronostics, non seulement en survivant, mais en s'épanouissant pleinement. Ses amis et sa famille la décrivaient comme une jeune femme intelligente et pleine d'assurance, n'hésitant jamais à exprimer ses opinions. Énergique et débordante d'amour pour son entourage, elle touchait de nombreuses vies. Diplômée de l'école de North Torrance, Corey obtint une maîtrise en justice pénale de Long Beach. Incertaine quant à sa vocation, elle changea d'orientation et décida de devenir enseignante, avec l'ambition d'éduquer des enfants autistes. Une semaine après son décès, une notification arriva par email, confirmant l'obtention de son diplôme d'enseignement. Aimée par un vaste cercle d'amis et de proches, elle était à la fois douce et résolue. Capable de maîtriser une salle de bar bondée, elle adorait chanter ses chansons de karaoké préférées, telles que Black Velvet ou These Boots Are Made for Walking, captivant toujours l'attention de son auditoire. C'est cette famille secondaire, acquise au fil de ses emplois dans divers établissements, qui la retint malgré les souhaits de sa famille. En 2009, Corey travaillait dans un bar. Mark retrouva la Jeep Wrangler de Corey dans une allée près du bar où elle travaillait. Il découvrit également que Corey avait disparu dans la nuit du 15 février. Mais malheureusement, personne n'en avait eu connaissance. Sa grand-mère n'avait pas paniqué, car Corey était adulte et pouvait passer la nuit chez un ami ou des amis. De plus, elle travaillait souvent tard dans la nuit et rentrait à la maison alors que sa grand-mère était déjà éveillée. Les enquêteurs se rendirent au bar où Desmond travaillait pour trouver d'éventuels témoins ou des pistes. Ils parlèrent à d'autres employés et apprirent que Corey avait terminé son service à 9h30 du matin, puis s'était rendu dans un autre bar. Elle faisait souvent cela. Ses amis travaillaient dans ce bar, et Corey leur rendait souvent visite à la fin de son service. Elle aidait au bar ou discutait avec des amis en s'asseyant au comptoir. De plus, cela lui rapportait des pourboires supplémentaires. Les habitués du bar connaissaient bien son visage, et beaucoup considéraient Corey comme une employée à part entière. Les caméras de surveillance confirmèrent les dires des témoins. Elles filmèrent la jeune femme en train d'aider ses amis au bar. Malheureusement, le travail de barman ne consiste pas seulement à servir des boissons et à divertir les clients. Parfois, après avoir consommé de l'alcool, certaines personnes perdent le contrôle de leurs émotions et leur comportement devient inapproprié. Ce soir-là, Corey eut la malchance de rencontrer une telle personne. Selon les témoins, elle eut une altercation avec un homme au comportement provocateur. Il importunait les femmes et les touchait sans gêne, proférant des compliments déplacés. Tout le monde restait silencieux, n'osant pas remettre cet homme à sa place. Corey intervint pour les clients du bar. En d'autres termes, la jeune femme expliqua à l'homme qu'il n'était pas le bienvenu. Le client violent fut furieux, mais finit par s'exécuter. Corey continua d'aider ses amis et de préparer des boissons au bar comme si de rien n'était. Ce soir-là, elle avait consommé de l'alcool, mais cela n'affecta pas son comportement. Après 2h du matin, elle quitta le bar seule, avec l'intention de rentrer chez elle. Mais comme nous le savons maintenant, un homme retrouva le corps de Corey à 100 km du bar le lendemain. Mark fournit à la police toutes les informations qu'il put trouver. Par le biais de la télévision, il lança un appel à quiconque détiendrait des informations cruciales pour l'enquête. Pendant ce temps, la police identifia l'homme avec lequel Corey avait eu une altercation avant sa mort. Lors d'une conversation avec les enquêteurs, l'homme déclara qu'il ne connaissait pas Corey Desmond. Cependant, il ne nia pas avoir eu une vive dispute avec la jeune femme dans un bar le 14 février. L'homme affirma que l'alcool l'avait rendu incontrôlable, confirmant qu'il l'avait expulsé du bar. Juste après cela, il était rentré chez lui pour dormir. Le suspect refusa d'être impliqué dans le crime. Il accepta de passer un test polygraphique et autorisa la police à fouiller sa maison et sa voiture. Ils examinèrent attentivement la voiture du suspect. Après tout, il pouvait y avoir des traces de sang, de cheveux ou d'objets appartenant à Corey. La voiture était sale, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pourtant, les experts en criminalistique ne trouvèrent aucune preuve. En fouillant la maison de l'homme, ils ne trouvèrent rien indiquant sa participation au crime. Le dernier espoir des enquêteurs de piéger l'homme dans un mensonge était le test polygraphique.
Mais l'homme le réussit sans difficulté, répondant à toutes les questions de la police. De plus, sa femme confirma qu'il était rentré à la maison avant 2 heures et qu'il s'était immédiatement endormi. Corey avait quitté le bar vers 2 heures, ce qui signifiait que cet homme n'était pas impliqué dans sa mort. Ainsi, la police l'exclut de la liste des suspects, mais le problème était qu'il n'avait pas d'autres personnes d'intérêt dans cette enquête. Ils étudièrent la vie personnelle de Corey, essayant de découvrir si elle avait des ennemis qui auraient pu lui vouloir du mal. Les enquêteurs trouvèrent un autre détail étrange. Le propriétaire du bar où Corey travaillait déclara que ce soir-là, elle était venue demander la permission d'utiliser les toilettes. Mais comme le bar était fermé, il refusa la demande de la jeune femme et lui conseilla de rentrer chez elle. C'était vers 2h20 du matin. Ce qui se passa ensuite resta un mystère, car Corey ne remonta jamais dans sa voiture et ne rentra pas chez elle. Les enquêteurs supposèrent qu'elle avait été enlevée ou agressée près de son lieu de travail. Mais les caméras de surveillance du bar n'enregistrèrent rien, et il n'y avait aucun témoin dans la rue à cette heure. Au moment de sa mort, le taux d'alcoolémie de Corey était plus de 4 fois supérieur à la limite légale pour la conduite. Il n'était pas clair si elle avait l'intention d'utiliser sa voiture ou si elle cherchait d'autres moyens de rentrer chez elle. Malheureusement, elle ne rencontra personne qui aurait pu l'aider ce soir-là. Un mois plus tard, l'enquête piétinait. Les policiers avaient vérifié toutes les pistes et les indices, mais ils n'avaient trouvé aucun nouveau témoin. Le père de Corey, Mark, n'avait pas l'intention d'abandonner. Il acheta 3 panneaux publicitaires sur Artesia Boulevard à Redondo Beach. Les panneaux affichaient une photo de sa fille avec la question « Qui a tué Corey Desmond ?» L'homme offrait une récompense de $15 000 pour toute information utile à la police. « Je vais les laisser là-haut pour que les gens sachent que le coupable est toujours en liberté », déclara Mark Desmond. « Peut-être que cela sauvera quelqu'un. » À un certain niveau, cette histoire est similaire à celle d'Alexandra Kemp. Le père de cette dernière, Roger, avait tout fait pour trouver le criminel, et les panneaux publicitaires avaient joué un rôle crucial dans la résolution du crime. Des informations sur Corey apparurent régulièrement sur 50 panneaux publicitaires électroniques. Finalement, cela porta ses fruits. Le témoignage crucial est l'arrestation. En mai 2009, le téléphone sonna au poste de police. Une femme nommée Tiffany Ware avait vu l'un des panneaux publicitaires avec une photo de Corey. Grâce à cette femme, la police réussit à résoudre l'affaire. Tiffany parlait très doucement. La femme était visiblement nerveuse et stressée. Elle semblait ne pas savoir par où commencer. Puis, elle se concentra et déclara « Bonjour, je m'appelle Tiffany. Je pense que mon petit ami, Tony Lopez Pérez, a tué cette barmaid, Corey Desmond. S'il vous plaît, vérifiez. Il se comporte bizarrement, mais je vous en dirai plus quand nous nous rencontrerons. » Tiffany appela plusieurs fois pour organiser une rencontre avec le détective. Lors de leur conversation dans un parc, la femme lui fit part de ses soupçons. Selon elle, le 14 février, elle et Tony avaient prévu un dîner romantique pour la Saint-Valentin. Elle avait passé tout l'après-midi à se préparer pour leur rendez-vous. Tiffany avait déposé les enfants chez leurs grands-parents, s'était rendue dans un salon de beauté et avait acheté une nouvelle robe rouge. Tony adorait quand elle portait des robes rouges, cela le rendait fou. L'homme travaillait ce jour-là, mais il devait rentrer à la maison vers 23h30. Tiffany attendit Tony presque toute la nuit. La femme tenta de l'appeler, mais il ne répondit ni à ses appels ni à ses messages. Tony rentra à la maison à 4h30 du matin et, comme si de rien n'était, déclara qu'il avait trop bu pour rentrer chez lui. Il affirma s'être endormi dans sa voiture. Tiffany mentionna qu'il nettoyait rarement l'intérieur de son véhicule. Mais, après quelques jours, il acheta un ensemble de produits de nettoyage. Il nettoya le véhicule, sans la laisser l'aider. Le comportement de l'homme semblait étrange, mais à ce moment-là, elle n'y attacha pas beaucoup d'importance. Quelques jours plus tard, Tony vendit sa Dodge blanche pour presque rien et acheta un autre véhicule. Il changea également son numéro de téléphone sans raison apparente. Un peu plus tard, ils firent un voyage ensemble à Big Bear Lake. Ils discutèrent pendant le voyage, et tout semblait normal, jusqu'à ce que Tony arrête le véhicule sur le bord de la route. Il se tourna vers Tiffany et lui demanda « Tu penses que cette fille morte, comment s'appelait-elle, la barmaid, a été abandonnée ici ? Je suis presque sûr que la police a trouvé son corps ici. » Tony Lopez Pérez et Tiffany Ware vivaient ensemble depuis environ 4 ans. Ils avaient un fils de 6 ans, mais ils n'étaient jamais mariés. C'était un homme très travailleur et sociable. Il n'avait jamais eu de problème avec la justice. Pérez venait d'une grande famille de 8 sœurs. Ses parents avaient grandi dans les quartiers défavorisés de Los Angeles, et Pérez avait étudié à l'école de Manhattan Beach. Tony n'était pas là le jour de la mort de Corey, il nettoya le véhicule et le vendit. Un voyage étrange et un commentaire tout aussi étrange sur l'endroit où la police avait trouvé son corps, un changement de numéro de téléphone et un comportement étrange. En mettant tous ces faits ensemble, Tiffany réalisa que Tony pouvait être celui qui avait ôté la vie à Corey Desmond. Elle ne voulait pas y croire. Les enquêteurs décidèrent de parler à Tony et se rendirent chez lui. Pour éviter qu'il ne se doute de quoi que ce soit, Tiffany agit de concert avec la police, ne lui révélant rien de cette conversation.
Il semblait qu'il menait une interview de routine pour trouver des témoins dans l'affaire Corey Desmond. Tony semblait calme, comme quelqu'un qui n'a rien à cacher. Il ne fut pas nerveux en répondant à toutes les questions. Il déclara qu'il ne la connaissait pas, mentionnant qu'il n'avait vu Corey que dans les journaux. Mais pour arrêter Tony Lopez Pérez pour le meurtre de Corey, ils avaient besoin de preuves solides. Ainsi, la police retrouva le nouveau propriétaire de la Dodge que Tony avait vendue peu après la nouvelle de la mort de Corey. Le nouveau propriétaire confirma que Tony l'avait vendue à bas prix. Il autorisa la police à examiner le véhicule pour obtenir des preuves. Tiffany avait dit que Tony avait nettoyé l'intérieur avant de vendre sa voiture. Mais lorsque les experts appliquèrent du luminol et utilisèrent une lampe ultraviolette, il devint évident pourquoi Tony Lopez Pérez s'était débarrassé de sa voiture. L'intérieur de la voiture brillait d'un bleu éclatant. La police demanda à Tony de se rendre au poste de police. Ils ne lui dirent rien de la découverte, afin qu'il ne prenne pas la fuite. Au début, il déclara n'avoir jamais vu Corey, mais il changea ensuite son témoignage, affirmant l'avoir vu près du bar et l'avoir raccompagné. Dès que la police constata que l'homme avait changé son témoignage, ils lui montrèrent des photos de la voiture qu'il avait vendue et lui dirent qu'ils y avaient trouvé des preuves cruciales. Cette fois-ci, Tony déclara avoir vu Corey à l'extérieur du bar. Se trouvant sous une lampe ultraviolette, elle perdit soudainement connaissance et tomba sur le trottoir. Il tenta de l'aider, mais elle ne reprit pas conscience. Puis, il commença à frapper Corey à la tête. Corey ouvrit les yeux et commença à crier. Elle lui dit de s'en aller et lui demanda de la laisser partir. Selon Tony, il fut effrayé, mit ses mains sur sa bouche et l'étrangla accidentellement. Craignant d'être accusé de la mort de Corey, il plaça son corps à l'arrière de sa voiture et rentra chez lui. Pérez déclara s'être réveillé la nuit et être sorti pour voir si ce n'était pas un cauchemar. J'ai ouvert la porte et ce n'était pas un cauchemar, confia Pérez au détective. C'était la réalité. Pérez affirma être rentré et avoir essayé de dormir. Le matin, il se rendit au travail avec le corps de Desmond, qui était toujours à l'arrière de sa voiture. À la fin de sa journée de travail, il plaça son corps dans 2 sacs poubelles, l'emmena dans une zone reculée et l'abandonna sur le bord de la route. Selon le récit de Tony, ce qu'il avait fait à Corey était un accident. Il déclara qu'il avait bu et qu'il était effrayé. Il l'avait accidentellement étranglé dans un état de panique, mais les blessures de Corey ne corroboraient pas cette version. Elle présentait de graves blessures à l'arrière de la tête, des blessures au visage et au nez, et des blessures de défense sur ses mains. De plus, le pantalon de Corey était baissé jusqu'à ses chevilles. Tony Pérez fut arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Le lendemain, il montra à la police l'endroit où il avait abandonné le corps de Corey. En plus de la confession de Tony, il disposait désormais des résultats des tests ADN. Le sang de Corey correspondait au sang retrouvé dans le véhicule que Tony avait vendu immédiatement après avoir commis le crime. Lors du procès en 2011, le médecin légiste Jack Sheridan témoigna des multiples blessures à la tête de la victime, des preuves de strangulation et des traumatismes contondants au visage. Sheridan déclara également qu'elle présentait des blessures sur son corps, suggérant que le criminel l'avait agressée après sa mort. En raison des blessures de Corey, les procureurs affirmèrent que Pérez l'avait agressée et avait tenté de l'intimider le matin du 15 février 2009. Corey résista. Incapable d'obtenir ce qu'il voulait, Pérez l'étrangla. Tiffany Ware témoigna lors du procès. Elle déclara au jury du comté de San Bernardino que son ex-petit ami, Tony Lopez Pérez, avait un appétit sexuel insatiable en janvier et février 2009. Même s'il avait des relations presque tous les jours, Ware affirma que Pérez n'était jamais satisfait. Tiffany déclara également au jury que Tony avait eu des relations intimes avec elle à 2 reprises contre sa volonté. Cela s'était produit après la naissance de leur fils et à environ un mois d'intervalle. Les 2 incidents eurent lieu alors qu'elle était alitée après s'être blessée au dos. Pérez, qui choisit de ne pas témoigner au procès, fit ses premières déclarations à la cour lors de sa condamnation. Il déclara qu'il avait appris à aimer et à respecter son entourage, mais qu'il avait parfois peur de la course. J'ai oublié les leçons clés que j'ai apprises dans la vie, ce qui fait de moi un homme, un père, un oncle adoré pour beaucoup et une personne responsable qui soutient sa famille que j'aime tant, déclara Pérez. Au final, j'ai échoué. Il fut généralement attiré par l'histoire que l'avocat Andrew Enel présenta au procès, selon laquelle il avait eu peur et n'avait pas l'intention de faire du mal à Desmond. Enel expliqua à un jury de 6 hommes et 6 femmes que Pérez l'avait retrouvée inconsciente sur le trottoir. Il déclara qu'il avait essayé de la calmer et qu'il n'avait pas l'intention de la tuer. « J'aurais dû y penser avant d'agir », déclara Pérez. « J'aurais dû reprendre mes esprits et m'en aller. J'ai eu peur, j'étais tellement effrayé, tellement inattentif. » Le père de Corey, Mark Desmond, déclara que sa fille avait un avenir magnifique devant elle avant que sa vie ne soit fauchée à l'âge de 28 ans. Tony Pérez devrait vivre le reste de sa vie en sachant qu'il a tué ses propres enfants, ses espoirs et ses rêves en même temps qu'il a tué Corey, déclara son père. Il incarne toutes les caractéristiques que les femmes de la société craignent. Avant la sentence, Pérez demanda à Dieu et à la cour de lui accorder la miséricorde. Mes plus profondes excuses à la famille Desmond et à ma propre famille.
J'ai causé une telle douleur et souffrance aux Desmond qui marqueront à jamais leur vie. J'espère qu'il ne reviendra jamais dans la rue, déclara la grand-mère de Desmond, Beverly. J'espère qu'il souffre autant qu'elle a souffert. En juillet 2011, un jury de 6 hommes et 6 femmes déclara Tony Lopez Pérez, 36 ans, coupable de meurtre au premier degré. Il fut condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. La famille de Corey Desmond exprima sa gratitude à Tiffany Ware, grâce à qui la police avait résolu l'affaire. Si ce n'était pas pour elle, je ne pense pas qu'ils auraient jamais découvert que c'était lui, déclara Leslie Schwab, une amie de la famille qui avait assisté à chaque jour du procès, avec une dizaine d'autres personnes dans le comté de San Bernardino.